Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Je venais à peine de couper le moteur quand mon regard s'est figé. La vieille Citroën grise de mon mari, celle qu'il ne sortait presque jamais, était garée là, à quelques mètres de la tombe de notre fils. Mon cœur s'est emballé, mes doigts se sont crispés sur le volant, et une sueur froide a glissé dans mon dos. Depuis 3 ans, il avait refusé de venir ici, catégorique, froid, presque brutal. Je n'ai pas besoin d'un cimetière pour me souvenir de lui, disait-il. Et pourtant, en ce matin d'hiver où le brouillard rampait sur les pierres, il était là, seul, immobile, silhouette courbée. C'était comme voir un fantôme surgir d'un mensonge, une fissure violente dans une réalité que je croyais figée. Je suis resté figé derrière le volant, incapable de détourner les yeux. Son dos semblait plus voûté que jamais, comme s'il portait un poids que je ne comprenais pas encore. Il répétait toujours qu'il préférait garder notre fils vivant dans sa mémoire, qu'il ne voulait pas se vautrer dans la douleur inutile. Mais là, il était devant sa tombe, immobile, la tête entre les mains, comme abattu. Une partie de moi voulait descendre en courant, l'autre ne savait plus à qui elle avait vraiment été mariée. J'ai ouvert la portière sans bruit, mes pieds touchant le gravier gelé avec prudence, comme si j'avais peur de faire fuir un animal sauvage. J'avais l'impression d'entrer dans un monde interdit, une scène que je n'aurais jamais dû voir. L'air sentait la terre humide et les feuilles mortes, un parfum presque violent ce matin-là. Je ne savais pas ce que j'espérais trouver dans ces gestes, mais je savais déjà que ce ne serait pas de la paix. Il y avait quelque chose de trop lourd dans son silence, quelque chose d'ancien, qui avait attendu ce moment pour éclater. Il était agenouillé devant la pierre, le dos tourné vers moi, ses épaules tremblaient. J'ai entendu ses sanglots avant de voir ses larmes, un bruit rauque, brisé, comme un animal blessé. Il parlait tout bas, murmurant des mots que le vent emportait avant que je ne puisse les comprendre. Je n'avais jamais vu mon mari pleurer ainsi, pas même au jour de l'enterrement. C'était comme si tout s'effondrait maintenant, comme si ce jour-là n'avait été que le début de son enfer. Je me suis caché derrière le vieux cyprès qui se dressait là depuis toujours, témoin silencieux de nos visites séparées. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il m'entende. Mais il semblait seul dans son monde, prisonnier d'un passé qu'il avait toujours refusé d'ouvrir. Et puis, ces mots ont traversé les branches comme un coup de couteau. « Pardonne-moi, mon fils, c'est ma faute, si seulement je t'avais dit la vérité ce jour-là. » Je n'ai pas compris tout de suite, mais une douleur inconnue a jailli dans ma poitrine. L'air devenir lourd, comme si l'hiver s'était soudain glissé dans mes os. Quelle vérité? De quoi parlait-il? Il y avait une faille dans ce que je croyais être notre histoire, et elle venait de se fissurer en plein cœur. J'étais resté 3 ans dans une version que je croyais complète, cohérente. Mais une seule phrase venait de tout renverser, et j'étais incapable de revenir en arrière. Il a continué, sans se douter que je l'écoutais, et chaque mot me frappait plus fort que le précédent. Ta mère n'a jamais su, j'ai changé d'avis au dernier moment, et c'est pour ça qu'on n'est pas arrivé à temps. Une partie de moi refusait d'y croire, l'autre comprenait que je touchais enfin du doigt ce que j'avais toujours évité. Ce n'était pas seulement de la tristesse qu'il portait, mais une culpabilité profonde, presque insoutenable. Et moi, je ne savais plus si j'étais en colère ou en train de me briser. Mon cœur s'est emballé, me coupant le souffle. Arrivé à temps pourquoi? De quoi avait-il changé d'avis? Tout ce que je savais de cette journée, je le tenais de lui. J'avais reconstruit les événements selon ses mots, ses silences, ses gestes. Mais maintenant, une autre version émergeait, plus sombre, plus tragique. Et j'étais là, incapable de fuir cette nouvelle réalité. J'ai voulu sortir de ma cachette, courir vers lui, exiger des réponses. C'était comme si mes jambes refusaient de me trahir, comme si une part de moi n'était pas encore prête à entendre ce qui allait suivre. Le vent s'est levé, remuant les feuilles autour de moi comme pour m'avertir. Tout semblait irréel, et pourtant, je savais que rien ne l'avait jamais été autant. Il s'est levé lentement, s'est essuyé le visage d'un geste rapide, presque honteux. Puis il a murmuré, dans un souffle que seul le silence du cimetière pouvait capter, « Pardonne-moi de ne pas t'avoir emmené aux urgences plus tôt,
Je pensais que ce n'était qu'une fièvre, je croyais que tu exagérais. » Mon cœur a manqué un battement. C'était la première fois qu'il mettait des mots sur ce que j'avais toujours soupçonné, sans jamais oser l'admettre. À cet instant, tout s'est éclairé, mais dans une lumière crue, brutale, presque insoutenable. Il parlait du jour où notre fils était tombé malade, ce jour que je revis chaque nuit, encore et encore. J'avais toujours pensé que tout s'était enchaîné trop vite, que nous n'avions rien pu faire. Mais lui, il savait. Il savait qu'il avait attendu. Et cette vérité, même murmurée, avait la force d'un séisme. Je me suis souvenu de cette journée comme si elle s'écrivait à nouveau sous mes yeux, mais cette fois avec d'autres couleurs, plus sombres, plus lourdes. Ce matin-là, j'étais à l'hôpital, débordée, absorbée par les urgences de Lyon, tandis que lui était censé passer une journée tranquille à la maison. Il m'avait appelé pour dire que notre fils avait un peu de fièvre, mais que ce n'était rien de grave. Je lui avais fait confiance, épuisée, persuadée qu'il saurait gérer. Et pourtant, dans son silence ce jour-là, il y avait déjà la première erreur. Quand je suis rentrée tard dans la nuit, notre fils respirait difficilement, les yeux mi-clos, brûlant de fièvre. J'avais agi vite, presque automatiquement, appelé le SAMU, le prendre dans mes bras, prier pour qu'il tienne encore un peu. Mais jamais je n'avais imaginé que cela aurait pu être évité. J'avais toujours cru que tout s'était accéléré en quelques heures. Et là, j'apprenais que cette lenteur, cette hésitation, elle avait duré toute une journée. Assis par terre, les yeux perdus dans le vide, il répétait sans fin, « Je ne pensais pas que c'était grave, je croyais que ça allait passer. » Ce n'était plus un homme, c'était un mur qui s'effondrait. Et moi, derrière mon arbre, je comprenais que ce n'était pas la mort qui m'avait volé mon fils, c'était le doute. Ce doute qu'il avait nourri toute une journée, sans jamais me le dire, sans même appeler un médecin. Ce doute qui, aujourd'hui, le dévorait de l'intérieur. Je ressentais une colère glacée, profonde, mais aussi un chagrin immense. Il n'était pas cruel, il n'était pas indifférent, il était juste un homme dépassé, orgueilleux, qui avait voulu croire qu'il contrôlait encore la situation. Et maintenant, il ne contrôlait plus rien. Moi non plus. Nous étions deux êtres détruits, séparés par 3 années de silence et une vérité trop lourde pour être dite. Mais enfin, elle se tenait là, entre nous. Quand il s'est dirigé lentement vers sa voiture, j'ai reculé instinctivement, comme si mon corps refusait l'affrontement. J'aurais pu l'appeler, hurler, le forcer à s'expliquer, mais quelque chose m'en empêchait. Ce n'était pas le moment. Pas encore. Je n'étais pas prête à l'entendre me dire que oui, il aurait pu sauver notre fils. Et lui, il n'était pas prêt à me regarder en face. Une fois seule, j'ai marché jusqu'à la tombe. Mes genoux ont cédé d'un coup, et je me suis retrouvée à genoux sur le sol froid. J'ai posé ma main sur la pierre, glacée, rugueuse, dure comme cette vérité que je venais de découvrir. Toute ma douleur a jailli d'un coup, sans barrière, sans honte. J'ai murmuré son prénom, comme une prière, comme un cri qui ne demandait plus rien. Je me suis demandé depuis combien de temps il venait ici. Depuis quand il portait ce poids en silence, sans jamais me laisser voir la faille. Avait-il pleuré comme ça chaque semaine, à l'abri de mes yeux? Avait-il parlé à notre fils comme aujourd'hui, en lui racontant ce qu'il n'osait pas me dire? Une partie de moi voulait le haïr, l'autre le plaindre. Et entre les deux, il ne restait que le vide. Je suis remontée dans la voiture, les mains glacées, les doigts engourdis, incapable de sentir le volant. Le monde autour de moi semblait lointain, irréel, comme étouffé par un filtre épais. Je conduisais sans vraiment savoir où j'allais, juste pour m'éloigner de cette pierre, de cette révélation, de cet homme. Mon monde venait de se fissurer sans un bruit. Et je ne savais pas encore s'il allait s'écrouler ou tenir debout. Sur le trajet, les pensées se bousculaient. J'aurais pu rentrer et le confronter tout de suite, mais quelque chose en moi disait non. Pas maintenant. J'avais besoin de vérifier, de comprendre, de recoller les morceaux avant de tout exploser. Ce que j'avais entendu devait avoir un sens, une racine quelque part. Je n'étais pas prête à le juger avant de connaître toute l'histoire.
En arrivant chez nous, à Villeurbanne, je l'ai trouvé assis sur le canapé, télécommande en main, les yeux sur un vieux film qu'il ne regardait même pas. Il avait déjà changé de visage, repris son masque. Calme, posé, presque banal. Comme si rien de tout cela n'avait existé. Et moi, je me tenais là, debout dans l'encadrement de la porte, le cœur en miettes. Il m'a demandé comment s'était passée ma journée, d'une voix tranquille, presque chaleureuse, comme s'il n'avait pas passé la matinée à genoux devant une tombe. J'ai répondu mécaniquement, sans réfléchir, les mots sortant seuls, vides de sens. Mon regard glissait sur lui, sur ses mains, sur sa manière de s'installer dans le canapé, et tout me paraissait étranger. J'étais là, mais plus vraiment avec lui. Une distance invisible, irréversible, venait de s'installer entre nous. Sous la douche, l'eau brûlante ne suffisait pas à faire fondre le froid dans mon ventre. Je me suis effondrée contre le carrelage, incapable de retenir les larmes que j'avais enfouies depuis trop longtemps. C'était comme si je vivais à nouveau la mort de notre fils, mais cette fois, avec toute la vérité. J'avais tenu debout en croyant que nous avions tout fait, qu'il n'y avait rien à regretter. Maintenant, je voyais qu'il y avait eu un choix, une erreur, un silence destructeur. Le lendemain matin, à peine le jour levé, j'ai composé le numéro du pédiatre qui avait suivi notre fils. Ma voix tremblait, mais mes mots étaient clairs, j'avais besoin de revoir le dossier, de comprendre. Il a accepté de me recevoir à son cabinet, sans poser de questions, comme s'il avait deviné ce que je portais. Le trajet jusqu'à Lyon a été long, silencieux, les mains crispées sur le volant. Je n'étais plus une mère en deuil, j'étais une femme en quête de justice. Le pédiatre m'a accueilli avec un regard grave, sans faux semblant. Je me suis assise en face de lui, et j'ai posé la question que je n'avais jamais osé formuler, si mon fils avait été amené plus tôt, ça aurait changé quelque chose. Il a baissé les yeux, pris une inspiration, et répondu sans détour, oui. Certaines choses auraient pu être différentes. Mon cœur s'est arrêté. Il venait de confirmer ce que mon mari m'avait volé pendant 3 ans, l'espoir. Je suis sortie du cabinet les jambes coupées, comme si le sol ne me soutenait plus. Les gens passaient autour de moi, vivants, pressés, ignorants du drame qui venait d'exploser dans mon monde. Le froid me giflait, mais je ne sentais rien. Mon fils aurait pu être sauvé. Et je vivais avec l'homme qui avait décidé de ne pas agir à temps. Dans la voiture, j'ai éclaté en sanglots, frappant le volant de toutes mes forces. Je n'étais plus seulement en colère contre lui, j'étais en colère contre moi-même de ne pas avoir posé plus de questions. De ne pas avoir vu qu'il me cachait quelque chose. Ce n'était plus un soupçon, c'était un fait. Et je devais maintenant l'affronter, lui faire dire la vérité en face, sans détour. Toute la journée, je l'ai observé de loin, le regardant vivre dans une routine qu'il semblait maîtriser. Il préparait le dîner, riait d'un mail, se penchait sur son téléphone, comme si sa vie n'était faite que de présent. Il ne voyait pas que je le scrutais, que mes silences devenaient plus lourds que mes mots. Il jouait à faire semblant, mais moi, je ne savais plus jouer. J'attendais le moment où il comprendrait que tout avait changé. Le soir, il m'a embrassée comme il l'avait toujours fait, un geste simple, familier, presque tendre. Mais pour moi, ce baiser avait un goût d'adieu. Mon cœur battait trop fort, mes mains tremblaient, et lui ne voyait rien. Il croyait peut-être que j'allais continuer à me taire. Il ne savait pas que j'avais retrouvé les pièces manquantes de notre histoire. Au cœur de la nuit, incapable de dormir, je suis allée chercher la vieille boîte bleue où je gardais les souvenirs de notre fils. Elle contenait ses dessins, ses carnets, ses petits mots maladroits, tout ce que j'avais conservé comme des trésors. Mes doigts ont frôlé les pages, tremblants, jusqu'à ce que je tombe sur un carnet que je n'avais pas rouvert depuis longtemps. Celui où l'on notait ses symptômes, ses petits mots. Et là, une page m'a glacée. La dernière page était écrite de la main de mon mari. Les mots s'arrêtaient brusquement, en plein milieu d'une ligne. À côté, un ticket de pharmacie, daté de ce jour-là, sirop, paracétamol. Il avait donc tenté de le soigner seul, sans appeler personne. Il avait joué à deviner, à espérer que ça passe.
Et pendant ce temps, notre fils mourait à petit feu. Assise dans la cuisine, le carnet ouvert devant moi, j'ai senti la pièce tourner doucement, comme si chaque certitude que j'avais construite depuis 3 ans se fissurait. La douleur me traversait, mais une étrange compassion s'y mêlait, car je comprenais soudain à quel point il avait dû vivre avec cette faute secrète. Il avait tenté de masquer son erreur sous des gestes ordinaires, mais son silence l'avait rongé de l'intérieur. Je n'arrivais pas à le haïr complètement, même si une part de moi brûlait encore. J'étais simplement épuisée d'aimer quelqu'un qui ne m'avait pas fait confiance. Lorsqu'il est entré dans la cuisine au petit matin et m'a vu là, les yeux rougis, il a pâli aussitôt comme un homme surpris en plein crime. Je lui ai dit doucement, presque calmement, que j'avais besoin de connaître la vérité, toute la vérité. Il n'a pas demandé de quoi je parlais, car il savait que le moment qu'il redoutait depuis 3 ans était enfin arrivé. Il a détourné le regard comme un enfant pris en faute. Son silence faisait plus de bruit que n'importe quel cri. Il a tenté de gagner du temps, murmurant qu'on en parlerait plus tard, qu'il était fatigué, qu'il ne voulait pas commencer la journée ainsi. Mais sa voix tremblait, son corps aussi. Je voyais la panique monter en lui, celle d'un homme qui ne peut plus fuir. Ses mains serraient la table comme pour s'y accrocher. Il savait que son mensonge ne survivrait pas à cette conversation. Il tremblait tellement qu'il avait du mal à se lever, et j'ai compris que cette vérité le poursuivait depuis le premier jour. Il n'était pas seulement coupable d'une erreur, il était coupable d'avoir porté seul un poids qu'il aurait dû partager. Toute sa force d'autrefois n'était plus qu'une façade. Et moi, je ne savais plus s'il fallait le secouer ou le prendre dans mes bras pour qu'il parle enfin. Le soir venu, après une journée passée à éviter mes yeux, il s'est finalement assis en face de moi, les épaules affaissées, comme s'il s'était rendu. Ses yeux rouges racontaient déjà ce qu'il n'avait pas encore dit. Dans un souffle cassé, il a murmuré qu'il n'avait jamais voulu me faire du mal, que tout avait dérapé trop vite pour lui aussi. Son visage semblait plus vieux, comme s'il avait pris 10 ans en une seule nuit. Je sentais que le pire était sur le point d'être prononcé. Il a commencé son récit par cette matinée-là, celle que j'avais tellement fantasmée, idéalisée ou simplifiée. Notre fils avait vomi dès le réveil, mais il avait jugé cela banal, ce que font tous les enfants parfois. Il avait minimisé, cherché à se rassurer, espéré que tout rentrerait dans l'ordre. En l'écoutant, je comprenais à quel point son désir de normalité avait aveuglé son jugement. Et cela me transperçait. La fièvre était montée lentement, méthodiquement, signe après signe, mais il avait attendu, persuadé qu'elle redescendrait d'elle-même. Il voulait éviter l'hôpital, éviter de me déranger, éviter de paraître incapable. Plus il parlait, plus je voyais l'orgueil derrière ses décisions, un orgueil fatal. Il avait préféré croire à son instinct plutôt qu'aux faits. Et c'est notre enfant qui avait payé ce pari. Il m'a avoué avoir hésité à l'emmener aux urgences de l'hôpital Édouard Herriot, qu'il avait même pris ses clés à un moment, puis renoncé. Il s'était dit qu'il exagérait, que ce n'était qu'une grippe. En l'écoutant décrire minute par minute son hésitation, j'avais l'impression d'étouffer. Ce n'était pas le destin qui nous avait arraché notre fils ce jour-là. C'était l'indécision. Quand je suis rentrée du travail, il m'a regardé courir vers notre fils sans un mot, sans m'avouer depuis combien d'heures la situation s'aggravait. Je le revis, ce petit corps brûlant, haletant, cherchant l'air comme s'il se noyait. Je n'avais jamais imaginé que cela durait depuis le matin. Et cette idée me déchirait plus profondément que tout ce que j'avais vécu jusque-là. Il m'a avoué que notre fils avait demandé plusieurs fois où j'étais, d'une petite voix fatiguée. Ces mots ont ouvert une brèche que je n'arrivais pas à refermer. Notre enfant avait eu peur, il avait cherché sa mère, et lui n'avait pas su reconnaître le danger. À cet instant, je ne savais plus si je pouvais encore l'aimer ou si je devais simplement apprendre à vivre avec la vérité. Il s'est mis à pleurer sans retenue, la tête entre les mains, le souffle coupé par la honte et le chagrin. Il répétait qu'il aurait dû l'emmener, qu'il aurait dû écouter, qu'il n'avait pas le droit de décider seul. Chaque larme qu'il versait résonnait comme une excuse trop tardive. Et moi, face à lui, je ne savais plus si je pleurais notre fils ou l'homme qu'il aurait pu être ce jour-là. Tout ce que je voyais, c'était un père brisé,
incapable de se pardonner. Je lui ai demandé pourquoi il m'avait caché tout cela pendant si longtemps, pourquoi il avait choisi le silence au lieu de la vérité. Il a baissé la tête, incapable de soutenir mon regard, et sa voix est sortie, faible, parce que j'avais peur que tu me quittes. Ce n'était pas une justification, mais une confession, douloureuse, nue. Il avait préféré préserver notre couple en m'enlevant la possibilité de comprendre. Et ce choix, égoïste ou pas, avait changé nos vies à jamais. Ces mots m'ont transpercé comme une lame froide. Il avait pensé à lui, à son image, à notre équilibre fragile, mais pas à moi, pas à ce que j'aurais pu porter si j'avais su. J'aurais souffert, oui, mais j'aurais peut-être pardonné plus tôt. Au lieu de cela, il m'avait laissé me battre contre une douleur incomplète, sans savoir d'où elle venait vraiment. Et ce mensonge m'avait tenu à distance de lui depuis le début. Je lui ai demandé s'il était allé au cimetière d'autrefois. Il a hoché la tête lentement, presque honteux, comme un enfant pris en faute. Il m'a dit qu'il y allait chaque semaine, toujours quand il savait que je n'y serais pas. Il parlait à notre fils, laissait des fleurs, nettoyait la pierre, en silence, dans l'ombre. Il ne voulait pas que je le voie pleurer. Il croyait que c'était à lui de porter ça seul. À cet instant, quelque chose a changé en moi. J'ai compris que son deuil avait été tout aussi profond, mais différent. Il n'avait pas pleuré avec moi, il avait pleuré loin de moi. Il n'avait pas été lâche seulement par peur, mais aussi parce qu'il pensait me protéger. Son erreur était immense, mais son amour, lui, était resté intact. Et cette vérité-là m'a laissé sans voix. Je lui ai demandé pourquoi il avait gardé ce secret même après tous les silences, les disputes, les nuits où je pleurais seule. Il a répondu qu'il me voyait tellement brisée qu'il avait eu peur de me pousser plus bas encore. Il pensait que cette vérité me détruirait. Il n'avait pas compris que c'était justement ce mensonge qui me tuait à petit feu. Et maintenant, c'était trop tard pour tout réparer. La vérité, c'est que lui non plus ne tenait plus. Il était vidé, rongé, comme moi. On avait vécu côte à côte avec un fantôme entre nous, sans jamais oser le regarder en face. Son mensonge l'avait consumé. Il ne mangeait plus, ne dormait plus vraiment, vivait par automatisme. Et je voyais enfin que nous n'étions pas ennemis, mais deux survivants d'un même naufrage. Il a avoué avoir failli me dire la vérité plusieurs fois, mais qu'il s'était toujours ravisé au dernier moment. Une fois, il avait même écrit une lettre qu'il n'avait jamais envoyée. Il l'avait brûlée, incapable d'assumer ses mots jusqu'au bout. Je ne sais pas si j'aurais pu lui pardonner plus tôt, mais au moins j'aurais compris. Au lieu de cela, il m'avait condamné à l'ignorance. Je l'ai écouté jusqu'au bout, sans crier, sans l'interrompre. J'étais épuisée, vidée de toute énergie, mais je voulais qu'il aille jusqu'au bout de sa douleur. Mon cœur était divisé entre la femme trahie et la mère qui comprenait, malgré elle. Je ne savais plus où commençaient mes limites. Mais au fond, je savais que rien ne changerait le passé. Rien ne ramènerait notre fils. Rien ne gommerait les heures perdues, les choix ratés, les mots jamais dits. Mais au moins, la vérité était là, nue, posée entre nous comme une dernière chance de guérison. Et même si elle était cruelle, elle m'appartenait enfin. Je pouvais décider quoi en faire. Je pouvais, peut-être, commencer à respirer à nouveau. Je lui ai demandé une dernière fois pourquoi il ne m'avait jamais rien dit, pas même quand je m'effondrais devant lui sans comprendre ce qui me rongeait. Il m'a regardé avec des yeux fatigués et m'a répondu, « Je te voyais tellement brisée, je pensais que tu ne tiendrais pas si tu savais. » Cette phrase m'a clouée. Il croyait m'épargner alors qu'il me condamnait à vivre dans le vide. Il avait sous-estimé ma force, et surévalué sa capacité à porter seul le poids de cette faute. La vérité, c'est que lui non plus ne tenait plus depuis longtemps. Il vivait dans une maison pleine d'échos, hanté par chaque objet, chaque souvenir, chaque silence. Il m'avait vu m'effacer peu à peu, et il avait fait semblant de ne pas voir, par peur de devoir faire face à lui-même. Et pendant tout ce temps, son propre mensonge l'avait rongé, détruit, vidé de tout. Nous n'étions plus qu'un couple de cendres, liés par un amour déchiré. Il m'a dit qu'il avait souvent eu envie de tout me dire, mais qu'à chaque fois,
il se défilait au dernier moment, paralysé par la peur de me perdre. Il portait son erreur comme une armure et une prison. Il ne savait plus comment en sortir, ni comment me regarder dans les yeux. Plus il parlait, plus je voyais l'homme que j'avais aimé, mais aussi celui que je ne connaissais plus. Et entre les deux, il y avait ce vide que rien ne pourrait jamais combler. Je l'ai écouté sans le juger, sans l'interrompre, sans chercher à l'accabler. J'étais fatiguée de haïr, fatiguée de chercher des coupables. Mon cœur était en ruine, mais une part de moi voulait comprendre, parce qu'il restait le père de mon fils. Et que malgré tout, il avait souffert lui aussi. Ce n'était pas une excuse, mais c'était humain. Rien ne pouvait réparer ce qui s'était passé, ni les jours perdus, ni les larmes versées, ni les questions sans réponse. Mais cette nuit-là, il avait enfin posé sa vérité entre nous. Elle ne guérissait rien, mais elle me rendait un morceau de moi-même. J'avais enfin une histoire complète à raconter à mon propre cœur. Et c'était déjà un premier pas vers quelque chose d'autre. Les semaines suivantes ont été floues, confuses, remplies de silences trop pleins et de regards trop lourds. Il ne s'agissait plus de disputes ou de colère, mais d'un lent effondrement. Je ne dormais plus, je ne mangeais presque rien, je vivais comme en dehors de moi. Je revivais chaque minute de cette journée-là, chaque mot qu'il avait prononcé, chaque geste qu'il n'avait pas fait. C'était une torture douce, mais constante. J'ai compris un matin, en me regardant dans le miroir, que je devais partir. Pas pour me venger, ni pour le punir, mais pour survivre. Rester signifiait m'éteindre lentement. J'avais besoin d'air, de distance, d'un espace sans lui pour respirer à nouveau. Ce n'était pas un adieu définitif, mais c'était un au revoir nécessaire. Quand je lui ai annoncé ma décision, il n'a pas crié, il n'a pas supplié. Il a simplement craqué, les yeux embués, la voix éteinte. Il m'a dit qu'il comprenait, qu'il m'aimait encore, mais qu'il savait que l'amour ne suffisait plus. Il m'a demandé une seule chose, le droit de continuer à fleurir la tombe de notre fils. Et j'ai hoché la tête sans hésiter. Nous avons entamé une séparation à l'amiable, chacun accompagné d'un avocat, comme le veut la loi française. Il n'y a pas eu de guerre, pas de vengeance, seulement la fin douce amère d'une histoire qui s'était trop tue. Nous avons réparti les objets, les souvenirs, les papiers, en silence. Ce n'était pas un déchirement, c'était un détachement. Un geste de survie pour deux êtres trop usés. Avant de partir, il m'a fait une promesse, la seule qu'il était encore capable de tenir. Il m'a juré qu'il continuerait à venir au cimetière chaque semaine, qu'il ne laisserait jamais la tombe seule. Je l'ai cru. Car au fond, malgré tout, je savais qu'il avait aimé notre fils autant que moi. D'une manière différente, imparfaite, mais réelle. Et c'était peut-être tout ce qu'il nous restait à partager. J'ai recommencé à vivre lentement, sans éclat, comme on réapprend à marcher après une longue convalescence. La thérapie est devenue mon refuge, un endroit où je pouvais enfin dire ce que je taisais depuis des années. Les promenades le long du Rhône m'aidaient à respirer, à remettre de l'espace entre les souvenirs et moi. Chaque pas était une victoire contre l'immobilité. Et peu à peu, la douleur a cessé d'être un poison pour devenir une cicatrice. Un après-midi d'automne, les feuilles tombant comme des mots non dits, je suis retournée au cimetière. Je ne savais pas ce que je cherchais, peut-être juste la paix, peut-être un signe. En approchant, j'ai vu quelque chose au pied de la tombe, un dessin, plié avec soin. Mon cœur s'est serré en reconnaissant les traits maladroits, les couleurs vives. C'était un de ceux que notre fils avait fait quand il avait 5 ans. Je l'ai pris doucement, les mains tremblantes, comme si je touchais une relique. Ce dessin, je le connaissais par cœur, une maison, un soleil, 3 bons hommes qui se tenaient la main. Mon mari l'avait gardé toutes ces années, et l'avait déposé là, sans mots, comme une offrande. Ce geste simple contenait toute sa douleur, tout son amour, toute sa solitude. Et moi, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je me suis agenouillée devant la tombe, le vent jouant dans mes cheveux, la pierre froide sous mes doigts. J'ai déposé une rose blanche, symbole de ce que je ne pouvais plus dire. Pour la première fois, j'ai parlé à mon fils sans colère, sans reproche,
sans détour. Je lui ai raconté ce que j'avais appris, ce que j'avais compris, ce que j'avais décidé de pardonner. Et mon cœur s'est allégé. Je lui ai tout dit, comme une mère qui veut que son enfant repose enfin en paix. Que son père avait fait une erreur, oui, mais qu'il avait aimé, souffert, regretté. Que moi aussi, j'avais été aveugle à ma façon, trop prise par le travail, par la routine, par la douleur. Que la vérité nous avait brisés, mais aussi réunis, dans un étrange apaisement. Et que maintenant, je voulais qu'il sache tout. J'ai compris à ce moment-là que pardonner ne voulait pas dire oublier. Cela voulait dire accepter ce qui avait été, et choisir de ne plus se laisser définir par ce passé. Pardonner, c'était arrêter de tourner en rond autour de ce jour maudit. C'était décider que la vie pouvait recommencer, même si elle ne serait plus jamais la même. C'était laisser partir la douleur sans renier l'amour. J'ai fermé les yeux, le vent léger de Lyon caressant mon visage comme une main douce. Je me suis sentie enveloppée d'une présence paisible, presque familière. Comme si, enfin, il me regardait sans tristesse. Je n'ai pas cherché à retenir cette sensation, je l'ai accueillie. C'était la première fois que le silence ne me faisait plus peur. Je me suis relevée lentement, sans précipitation, le cœur battant calmement pour la première fois depuis si longtemps. Je n'avais plus besoin de courir, de fuir ou de comprendre. J'avais tout entendu, tout traversé, tout ressenti. Et maintenant, j'étais debout, vivante. Différente, mais entière. En quittant le cimetière, je me suis retournée une dernière fois. La tombe, le dessin, la rose, tout était là, en place, immobile. Mais en moi, quelque chose avait bougé. Ce n'était pas la fin, ni vraiment un nouveau départ. C'était un passage. Et je savais que j'étais prête à le franchir. Je suis rentrée chez moi, seule, mais plus apaisée qu'en 3 ans. Je me suis assise, j'ai regardé par la fenêtre, et pour la première fois, j'ai senti que la vie ne me rendrait jamais mon fils, mais qu'elle m'offrait quelque chose d'inestimable, la possibilité d'avancer sans mensonge, sans silence, avec le vrai souvenir de celui que j'avais tant aimé. Je suis restée longtemps devant la fenêtre, le ciel gris se fondant avec mes pensées, et pour la première fois, je n'ai pas ressenti ce vide brutal qui m'envahissait chaque matin. Il y avait encore de la douleur, bien sûr, mais elle ne dictait plus chacun de mes gestes. Elle était là, posée, calme, comme une vieille compagne qu'on n'essaie plus de fuir. Je n'étais plus la femme qui attendait des réponses, ni celle qui fuyait les souvenirs. J'étais simplement quelqu'un qui avait survécu. Les jours ont recommencé à s'ordonner, non pas comme avant, mais autrement. J'ai retrouvé des choses simples, le goût du café chaud, le bruissement des feuilles en automne, les regards croisés dans la rue. Il n'y avait plus ce poids sur ma poitrine, cette attente sourde d'un mot qui ne viendrait jamais. Ce que j'avais perdu ne reviendrait pas, mais ce que je retrouvais chaque jour me rappelait que j'étais encore là. Et c'était déjà beaucoup. Un soir, en rangeant les cartons que je n'avais jamais ouverts depuis notre déménagement, je suis tombée sur une photo oubliée. Nous 3, devant la mer, notre fils entre nous, les bras en l'air, riant comme s'il tenait le monde entier. Je l'ai regardé longtemps, et pour la première fois, je n'ai pas pleuré. J'ai souri. Ce souvenir-là ne me faisait plus mal. Il me portait. J'ai compris que le pardon ne se donne pas une seule fois, d'un seul geste. Il se décide chaque matin, chaque nuit d'insomnie, chaque fois qu'on choisit de ne pas rouvrir la blessure. Il est imparfait, mouvant, fragile, mais il est là. Il ne transforme pas le passé, mais il adoucit l'avenir. Et dans cette lente reconstruction, j'ai trouvé une forme de paix. Parfois, je croise son regard quand nous nous croisons au cimetière. Il laisse une fleur, moi une pensée. Nous ne parlons pas toujours, mais quand nos yeux se rencontrent, il y a un respect silencieux. Nous savons ce que l'autre a traversé. Nous savons ce que nous avons perdu, et ce que nous avons appris, à un prix que personne ne devrait payer. Il n'y a plus de haine, seulement la mémoire. J'ai repris mon travail à l'hôpital, un jour après l'autre, avec une gravité nouvelle dans les gestes. Chaque enfant que je soigne me rappelle pourquoi je fais ce métier.
Je les regarde avec une tendresse retenue, et parfois, une boule dans la gorge. Mais je tiens. Je suis là, utile, debout. Et chaque vie que je touche est une promesse silencieuse faite à mon fils. Le soir, je lui parle encore. Pas tous les jours, mais quand le silence devient trop lourd ou que le monde me semble trop dur. Je murmure quelques mots, sans attendre de réponse. Je lui raconte mes doutes, mes petits bonheurs, mes pas en avant. Et dans ce dialogue invisible, je sens qu'il est là. Non pas figé dans le passé, mais vivant dans ce que je deviens. Un printemps, j'ai planté un petit arbre dans le jardin de mon nouveau chez-moi. Un cerisier, pour ses fleurs fragiles et brèves, mais éclatantes. Il pousse lentement, sans bruit, comme ma guérison. Chaque fois qu'il fleurit, je pense à lui. À ce que nous avons été. À ce que je suis devenue. Et je me dis que tout cela, même dans la douleur, avait un sens. Je ne crois plus que tout arrive pour une raison. Mais je crois que tout peut être transformé. Le chagrin en force, le manque en mémoire, la colère en tendresse. Cela prend du temps, du courage, parfois toute une vie. Mais c'est possible. Et c'est cela que je veux transmettre désormais, à ceux qui restent. Et si un jour quelqu'un me demande comment on survit à la perte d'un enfant, je ne parlerai pas de force, ni de résilience. Je parlerai de vérité. De la nécessité de la dire, de la regarder en face, même quand elle fait mal. Parce que c'est seulement là, dans cette lumière crue, qu'on peut enfin cesser de survivre, et commencer à vivre. Do I have to study the cookbooks? Do they stay in my inventory? I think see, maybe. Oh. Okay. Oh, there we go. This is what it tells me what I can actually get. Okay. Oh, no, this guy's still there. Bell bearing. No. That. This is a dire situation. Everything new to tell me? No. Huh? You have felt the curse. I can smell it on you. The box get tender. Apparently my seedbed is ripe and waiting. 'Twas a brief respite, I must say. Go and unshackle my corporeal flesh, trapped in the sewer jail below the capital. Nice. I can kill you and defile your corpse. Not nice. Then the pox will truly be your own. Go and unshackle my corporeal flesh, trapped in the sewer jail. I can kill you, and the pox will truly be. Am I that smelly? Am I that smelly? Am I just disgusting? So hot today? Not here. Find the elf. She hides and she knows them. There are four. Nicola, his twin, Luna Prince, and Rani has said so here. If you should learn, I'll trade you. We both design as such. Nothing new under the sun. We're going to my daughter's favorite store. Stu Leonard's. What is that? Oh, there's nothing! Oh, maybe I can just activate the gate. That's something I can do, right? This, yeah. Grand lift of Dactus. 37 degrees Celsius? Oh, hell no. I'm so happy I don't have to live. Yeah, I got some news in the capital. It's true. But it didn't give me runes.
nor smithing stones. Yeah, cutscene. Me and my big yacht. My dump truck. Oh, that's cute, Beastly. I'm so pretty. So pretty. Maha, 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 my lady. No, no, no. No, no. Oogly boogly. That thing is juicy. Ta-da! I guess it's like you know, Normal, that supermarket, except designed for kids. Normal is like that too, you have to follow the path. You can't just roam around the supermarket. Oogly boogly, that thing is juicy. Oogly boogly, that thing is juicy. You ever went to Normal? They have the cheapest monsters. In my city, at least. Ouch. Oh, whoopsies. Come back! Ow! No! Die. I am a fake transformer because I don't drink Monster. I should drink the Monster Energy. We love Monster Energy in this house, personally. Oh my god, I tried to dodge, it was so fast. Well, they do give a good amount of money, so... Oh my god, your bows. There we go. Ooh, we got the bow. Nice. We'll take those. We need them. No, I am not. I am a cisgender woman. Ta-da! A white monster. Oh, this is hell. I can get torn out of here. Ooh, nice.
Beautiful. Finally. Something. Not very sturdy, huh? Very, very fragile buildings. I'm gonna leave you alone. Are we coming down or? Thank you. Ouch! You don't want to come down? I'll make you come down. Progress. I want to progress. Please let me progress in the game. The arrows just stay in my head. It's so funny. Where's this going? Oh yeah, this leads me to the capital. Oh, I forgot about that part. Yeah. No thanks. Well, it's money. I'd consider it.